venant du Crédoc, je vais vous présenter quelques données françaises. Pour illustrer un petit peu ces propos, une des forces du Crédoc, c'est de suivre, d'avoir des baromètres depuis longtemps, à la fois sur les modes de vie et sur la consommation des Français. Et un de nos jolis baromètres, c'est les enquêtes CECAF qui ont commencé, qui ont fait partie des premières enquêtes de consommation alimentaire en France, donc des enquêtes nationales. La première a été 1K1 en 1999. Et au Crédoc, depuis 2003, on continue cette enquête 1K1 en évolution avec la même méthodologie tous les 3 ans. Donc CECAF 2003, 2007, 2010, 2013 et maintenant 2016 qui vient de sortir. Ce sont des enquêtes qui sont nationales sur un échantillon de ménages français représentatif des ménages en France. On a une population à peu près de 3000 personnes dans l'enquête 2016 et grosso modo pour chaque année 1000 enfants, 1000 adultes. C'est un recrutement qui se fait toujours aujourd'hui en face à face. Et donc on utilise la méthode des quotas, c'est-à-dire qu'on est représentatif des Français sur un certain nombre de critères dont on sait qu'ils sont très importants pour la consommation alimentaire, pour évaluer la consommation alimentaire. Donc l'âge, la profession, le niveau d'éducation, en fait, la région, la taille d'agglomération, le nombre de personnes dans le ménage. Et en 2016, on a aussi rajouté comme quota le type de famille, puisqu'on sait que les familles monoparentales, au sein des familles monoparentales, les enfants n'ont pas la même alimentation que dans d'autres types de familles. Le terrain est réalisé à chaque fois de octobre à juillet pour tenir compte des effets de saisonnalité qu'il peut y avoir sur la consommation alimentaire. Et à chaque fois, on interroge donc l'ensemble des personnes du ménage. Pour cette enquête CECAF, nous avons 2 volets. On étudie à la fois les comportements alimentaires avec un questionnaire posé en face à face sur tout le processus alimentaire depuis les représentations de l'alimentation jusqu'à la mise en place du modèle alimentaire au sein des foyers, les critères d'achat des aliments, etc. Et puis un volet sur les consommations alimentaires qui est une estimation de l'ensemble des consommations alimentaires de l'individu via un carnet de consommation sur 7 jours qu'on propose aujourd'hui en papier ou en version online. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est assez limité sur le online. On n'arrive pas à dépasser la barre des 50% des individus qui répondent en online. Pourquoi ? Parce que le taux de connexion est élevée en France, mais elle n'est pas de 100%. Et comme on interroge toutes les personnes du foyer, il n'est pas forcément évident que chacun puisse avoir une connexion Internet pour remplir son carnet alimentaire. On demande aux individus de recenser à la fois tous les aliments liquides, solides consommés, et que ce soit à domicile ou hors domicile. Donc on couvre l'ensemble de l'alimentation des Français. Donc juste pour vous donner un petit exemple, je ne sais pas si j'ai un pointeur. Vous avez ici l'exemple de la page qu'on propose pour le petit déjeuner, avec toute une partie en haut à gauche sur le contexte de prise de ce petit déjeuner. Donc on est capable de savoir où il a été consommé, avec qui, si c'était en consommant devant la télévision ou en faisant autre chose devant un écran ou rien d'autre. Et puis en dessous, vraiment l'alimentation, donc l'ensemble des aliments, et on aide le consommateur, l'individu, à ne rien oublier dans sa journée en lui proposant des catégories, donc aliments, boissons, autres aliments. Et quand on va être sur des déjeuners, dîners, ça va être entrée, plat, dessert, etc. On estime les quantités via le portionnaire Suvimax, dont ici vous avez quelques illustrations. Et là, c'est l'exemple d'une interface online pour ce carnet. Donc tout ça pour vous dire qu'on part de ce système d'enquête pour évaluer l'alimentation des Français depuis 2003. Alors, comment estimer la diversité alimentaire ? Ici, une des forces du Crédoc, comme je vous disais, c'est d'avoir des données en évolution. Et donc, historiquement, on se base sur deux indicateurs. Un indicateur à droite de ce que François a appelé la variété totale. Donc, on compte le nombre de groupes
consommés sur une durée de 2 jours non consécutifs au sein des 38 groupes de l'alimentation qu'on a répertoriés dans l'enquête. Ces 38 groupes, on peut les voir sur la slide d'après, répertoriés à la fois des aliments, des boissons. Donc dans les boissons alcoolisées, boissons chaudes, jus et nectar, lait, nature, eau, soda. Et puis l'alimentation, on a les 5 groupes principaux, mais détaillés. Par exemple, pour le groupe viande, poisson, œufs, on va avoir un groupe pour les abats, un groupe pour la viande de boucherie, un groupe pour les volailles gibier, etc. Donc là, ce sont vraiment tous les groupes de l'alimentation détaillés à un niveau égal 38 groupes. Et c'était une nomenclature qui est plutôt basée sur la nutrition. Donc on regroupe, par exemple, tous les légumes ensemble, tous les fruits ensemble. Donc on compte ici le premier indicateur, donc une diversité totale sur 38 groupes, un score en 38. Une autre manière de faire, et qui est très classique également, c'est de compter donc, les 5 groupes principaux, on a vu ensemble tout à l'heure, les produits laitiers, viande, poisson, œufs, céréales, dont on exclut effectivement tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie. Donc on a riz, semoule, pâtes, pain, céréales de petit déjeuner. On compte d'un côté aussi les fruits et les légumes. On compte ces 5 groupes principaux sur 3 journées non consécutives, ce qui nous donne un score de 15, puisque si on mange un fruit le premier et le deuxième jour, ça nous fait 2. Voilà. Donc d'un côté, une diversité qui va plus s'inspirer effectivement des recommandations. Et puis de l'autre côté, un score en 38 groupes qui va nous donner une idée du répertoire alimentaire un peu plus large. Voilà. Alors sans plus attendre, on a déjà vu que les Français avaient une diversité alimentaire qui était plus élevée que les Américains. Ce sont des données qu'on avait également observées au CREDOC. C'était une des forces des Français. Mais en évolution, qu'est-ce que cela donne ? Donc ici, on s'intéresse à la diversité alimentaire sur 5 groupes en 3 jours. La première chose qu'on voit, c'est qu'on a une baisse de la diversité alimentaire chez les Français, à la fois chez les enfants et les adultes. Donc ça, c'est un des gros points importants des résultats que je vais vous présenter. Donc en 2016, on a à peu près une consommation de 10 groupes sur 3 jours, ce qui veut dire que par jour, il y a 1 ou 2 groupes qui sautent. Voilà, entre les fruits, les légumes, les produits laitiers, les produits céréaliers et viande, poisson, œufs. Donc une baisse globale et puis une diversité chez les enfants qui est un tout petit peu plus faible que chez les adultes. Alors pourquoi est-ce qu'on a une diversité alimentaire qui baisse ? On va voir les profils alimentaires un peu plus tard, qui sont sous-jacents, mais on a constaté au CREDOC qu'à partir de 2013, il y a eu la mise en place de ce qu'on appelait la frugalité alimentaire, donc moins de consommation en général, liée entre autres à la crise économique aussi, où on s'est séparé de produits un peu moins nécessaires. On a eu aussi des changements dans le modèle alimentaire, avec des sauts de petit déjeuner qui étaient beaucoup plus importants. Également une baisse de la consommation de fruits et légumes, qui, dans cet indicateur ici, pèse pas mal, puisqu'on a 1 point pour les fruits et 1 point pour les légumes. Des modes de vie derrière qui évoluent, avec une simplification aussi des repas, moins d'entrées, moins de desserts, donc moins de légumes aussi, moins de crudité, moins de fruits en dessert. Alors pour appuyer un petit peu mon propos sur les fruits et légumes, ici on a à gauche la répartition des consommateurs selon le suivi de la recommandation fruits et légumes chez les 3 ans et plus, donc chez l'ensemble des Français, quasiment. Ce qu'on voit, c'est qu'on a envers les gros consommateurs, donc ceux qui consomment 5 portions de fruits et légumes par jour. Alors le pourcentage est de 25%. En 2013 et en 2016, on est stable. Mais ce qui progresse et énormément progressé entre 2010 et 2016, c'est la proportion de petits consommateurs de fruits et légumes.
Donc ceux qui consomment moins de 3,5 portions par jour. Voilà. Donc quand on parle de baisse de la consommation de fruits et légumes, on parle de l'augmentation des tout petits consommateurs de fruits et légumes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on alerte. Également, il y a un très fort effet générationnel chez la consommation de fruits et légumes. À droite, vous avez le pourcentage de faibles consommateurs, donc ceux qui sont la barre en rose de gauche, en fait, chez les adultes. À droite, donc les petits consommateurs, les moins de 3,5 portions par jour. Selon l'âge, on voit effectivement qu'on a beaucoup plus de petits consommateurs chez les jeunes, les 18-34 ans, et moins chez les plus âgés. Donc derrière, voilà, c'est des changements de mode de vie. Aussi, c'est l'éloignement chez les jeunes entre le domicile et le lieu de travail, qui fait qu'on va consommer plus hors domicile. Et l'offre en fruits et légumes frais et bruts hors domicile est comme assez limitée. Voilà, donc ce qui participe aussi à la baisse de consommation. On va aussi avoir l'augmentation du temps passé devant les écrans, devant la télévision, la sédentarité qui augmente. Et on va plutôt consommer des aliments qui sont pratiques, comme est-ce qu'on a vu augmenter depuis 2010 dans les consommations, plus de pizza, plus de sandwich, plus de pâtes, plus de riz. Voilà, c'est vraiment les groupes qui ont progressé entre 2010 et 2016 dans la consommation alimentaire des Français au détriment de tous les autres. Voilà. Donc, finalement, la diversité alimentaire, elle diminue, principalement par la diminution de la consommation de fruits, de légumes, aussi de la viande au global, des produits laitiers et des poissons. Finalement, un petit peu tout. Si maintenant on s'intéresse à l'indicateur en 38 groupes, sur 38 groupes en 2 jours, on va en consommer un petit peu plus de 15. On observe également ici une baisse de la variété totale, de la diversité totale, globale, chez les enfants comme chez les adultes. Voilà, donc c'est ce qui va progresser chez les enfants entre 2013 et 2016, c'était les consommations de produits qu'on a peut-être un peu plus consommés après la crise. Donc surtout ce qu'on avait vu, c'était les viennoiseries, pâtisseries qui ont un petit peu plus progressé. Alors chez qui est-ce que cette diversité alimentaire a diminué ? Finalement, donc selon l'âge, ici, on voit en vert la diversité en 5 groupes en 2003 et en orange en 2016. Ce qu'on peut voir, c'est que déjà on a une baisse, on a moins de diversité alimentaire chez les jeunes adultes, et c'est là aussi où ça a le plus diminué entre 2003 et 2016. La diversité progresse avec l'âge à partir de 35 ans. Là aussi, il y a un effet fruits et légumes derrière qui est important, puisque ce sont les personnes âgées qui consomment le plus de fruits et légumes. Concernant l'indicateur en 38 groupes, on a à peu près le même constat. On voit là une baisse qui est la plus importante chez les jeunes, également les adolescents et jeunes adultes. Et ce qu'on voit à gauche, c'est une progression de la diversité alimentaire chez les tout petits, les 3-6 ans. Donc on peut peut-être comprendre qu'il y a aussi une question de néophobie qui se passe ici. On quitte la période de néophobie vers 7-8 ans. Et donc on élargit entre 3 ans et 8 ans notre palette alimentaire, notre répertoire alimentaire. Donc ici c'est bien illustré par ce graphique. Alors, l'indicateur en 5 groupes sur 3 jours. 3 jours, on a choisi 3 jours parce que c'était effectivement assez discriminant dans l'ensemble des enfants et des adultes. Plus on prend un nombre de jours important, moins ça va, plus l'ensemble de la population aura le même score. Donc, ça sera moins discriminant entre les individus. Et pour la suite des analyses qu'on a décidé, c'est de couper la population à chaque fois en trois sous-groupes.
Les consommateurs, ceux qui ont un score en fait inférieur à 9, entre 9 et 11, et 12 et plus. Ce qui correspond à peu près à 3 catégories, en dessous de 3 catégories par jour, entre 3 et 4 et plus. Premier résultat, déjà on a une augmentation des quantités moyennes consommées avec la diversité alimentaire. Donc, chez ceux qui consomment plus de 12 groupes sur 15, on consomme plus en quantité que ceux qui ont une diversité alimentaire plus faible. Ils consomment plus de liquide et de solide. Et également, ils ont des apports énergétiques qui sont plus importants. Donc effectivement, ce qu'on voit derrière, c'est que pour manger diversité, il faut manger diversifié. Derrière, c'est très, très corrélé aux quantités qu'on consomme. Effectivement, pour manger diversifié, il faut manger plus. Voilà, donc est-ce que c'est quelque chose aussi qui a favorisé ça, c'est une autre question. Ici aussi, on a observé un lien entre la diversité alimentaire et un score d'adéquation nutritionnelle, le score du NRF qui tient compte, un petit peu comme le pan de diète que nous présentait François tout à l'heure, qui tient compte à la fois d'un sous-score d'adéquation nutritionnelle ajusté sur l'énergie et d'un sous-score de modération de certains nutriments à limiter, le sodium, le AGS et sucre libre. Donc on a une relation ici qui est positive, qui est corrélée entre les deux scores, la diversité et le NRF, et qui est également vrai pour l'indicateur en 38 groupes. Donc finalement, diversifier son alimentation participe à la qualité de l'ensemble du régime. Plus on consomme varié, plus on a de chances finalement de couvrir ses besoins nutritionnels. Alors, quels sont les profils alimentaires qui se cachent derrière ceux qui consomment de manière plus diversifiée? Vous avez en rose les consommations alimentaires qui concernent les personnes qui ont la diversité la plus faible, les moins de 9 groupes sur 15. Et en bleu, ceux qui consomment plus de 12 groupes sur 15. Alors, ce qui joue le plus, finalement, ce sont les différents niveaux de consommation de fruits et légumes. Bon, ce n'est pas étonnant parce que ça rentre dans l'indice. Mais effectivement, les quantités consommées chez ceux qui ont une moins bonne diversité alimentaire en fruits et en légumes sont beaucoup plus faibles que ceux qui ont une diversité alimentaire plus importante. On a aussi une consommation de pain et biscottes qui est plus élevée chez ceux qui ont une meilleure diversité alimentaire, qui s'accompagne du coup, par ailleurs, d'une consommation plus importante de matières grasses et de produits sucrés. On peut penser par ailleurs que c'est l'effet prendre un petit déjeuner aussi, qui est un effet tartine derrière. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ceux qui ont un profil de diversité alimentaire plus élevé consomment moins par ailleurs de pizza quiche et de sandwich. Ici, on est chez les enfants. Chez les enfants toujours, ceux qui ont une diversité alimentaire plus élevée consomment moins de soda et plus d'eau, alors que ces éléments n'entrent pas dans l'indice de diversité alimentaire ici en 5 groupes. Chez les adultes, qu'est-ce qui était important de noter? On a les mêmes effets fruits et légumes. Les matières grasses aussi qui ressortent, mais on va trouver ce qui va concerner en fait également l'évolution des modes de vie. Donc ceux qui ont une diversité plus élevée vont consommer moins de pâtes, de plats composés, viennoiseries, pizza quiche et sandwich. Donc ceux qui consomment, finalement c'est des aliments qui sont très liés à un mode de vie particulier, à une plus grande praticité dans les usages alimentaires. Donc, est-ce qu'il y a des modes de vie qui sont aussi sous-jacents à ceux qui ont une diversité alimentaire plus élevée? Certainement.
Voilà, en ce qui concerne les liquides, on a également moins de consommation de soda chez ceux qui ont une diversité alimentaire plus élevée. Alors, on a vu qu'on avait plus de quantité consommée chez les individus qui ont une diversité alimentaire plus forte. Derrière, on a aussi des portions alimentaires qui sont plus fortes chez ceux qui ont une moins bonne diversité alimentaire. Voilà, donc quand on mange moins diversifié, finalement, on augmente ses portions. Le cas classique, c'est par exemple les pâtes. Voilà, on se fait un gros plat de pâtes plutôt que de prendre une entrée avec des carottes râpées, des pâtes en sauce et un dessert laitier ou fruitier. Voilà, et c'est vrai chez les boissons comme chez les solides. Alors, on avait travaillé pour l'Institut Ducos également sur sa diversité, et on s'était intéressé aux enfants qui ont entre 7 et 14 ans pour évincer un peu pour prendre ceux qui étaient vraiment sortis de la néophobie. On avait travaillé ensemble avec cet indicateur en 38 groupes. Finalement, les résultats sont assez similaires. Ceux qui vont avoir la diversité alimentaire la plus forte vont avoir une meilleure consommation. Donc, là, on est sur la variété totale, une consommation plus importante de fruits, de légumes, et c'est ce qui va être le plus discriminant entre les deux groupes, ceux qui ont la diversité alimentaire la plus faible et la plus forte. Alors même que dans l'indicateur, il n'y a pas de notion de groupe à privilégier, ceux qui ont une diversité plus forte ont une consommation de fruits, légumes, pain ultra frais qui est plus importante. Mais on voit aussi que ceux qui ont une diversité la plus élevée consomment par ailleurs plus de produits sucrés comme les pâtisseries, les viennoiseries, les céréales de petit déjeuner, les entremets, etc. Voilà, donc par contre, ils consomment moins de pizza quiche, moins de plats composés, moins de sandwichs. Donc on retrouve un peu les mêmes résultats. Mais on touche du doigt ici le problème de quelles catégories sont à considérer quand on veut parler de la diversité alimentaire. Quand on favorise ici la diversité, on favorise aussi des groupes peut-être qui sont moins privilégiés que d'autres. Enfin, on va terminer sur est-ce qu'il y a un profil sociodémographique lié à ces profils de diversité alimentaire plus élevés. Ici, chez les enfants, on va rester sur l'indicateur en 5 groupes, mais les résultats sont les mêmes avec l'indicateur en 38 groupes. Chez les enfants, on a vu que ceux qui ont la diversité la plus élevée, ce sont les plus jeunes, les 7-9 ans par rapport aux 13-14 ans. Mais on a aussi des beaux gradients selon le diplôme et la profession du chef de famille. Donc finalement, ce sont au sein des foyers les plus modestes, ceux qui ont un moins bon diplôme ou aucun diplôme, et puis des professions qu'on va appeler chez les CSP+, chez les CSP-, où on a la diversité alimentaire la plus faible. Voilà. Également, le nombre de personnes dans le foyer joue, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, on va le voir tout à l'heure. Plus il y a de personnes dans le foyer, plus la diversité alimentaire est faible. Voilà. Bon, peut-être qu'on a moins le temps aussi Ce sont des familles qui sont un peu plus contraintes, donc on a moins le temps de cuisiner, on a moins le temps de faire attention à son alimentation et donc de diversifier aussi son alimentation. Ça réduit le temps qui est consacré finalement à l'alimentation. Voilà. Dans ces familles aussi nombreuses ou avec plusieurs enfants, c'est là où on a le plus grand taux de très faibles consommateurs de fruits et légumes, donc de moins de 2 portions de fruits et légumes chez les enfants. On a aussi un gradient des différences selon la région, et on voit que c'est la région nord où il y a la moindre diversité alimentaire chez les enfants. C'est là aussi où il y a eu la plus forte hausse entre 2013 et 2016 des très faibles consommateurs de fruits et légumes. J'avais pas fini. Tout en bas, on voit que
ceux qui ont la moindre consommation alimentaire, ce sont aussi les moins actifs et les plus sédentaires chez les enfants. Donc il y a aussi des questions de mode de vie, d'hygiène de vie, des différences selon l'hygiène de vie dans la diversité alimentaire des enfants. Si on passe aux adultes, outre l'effet d'âge qu'on a déjà vu tout à l'heure, il y a aussi un effet sur la profession du chef de famille, avec, encore une fois, les CSP- qui ont une moindre diversité alimentaire, et un effet sur le revenu, avec les hauts revenus qui ont une meilleure diversité alimentaire. Le type de famille joue toujours, avec les familles monoparentales et les couples avec enfants qui ont moins bonne diversité alimentaire. Le nombre de personnes dans le foyer aussi qui augmente quand avec la diversité alimentaire qui diminue. Et puis les résidents de la région Nord qui ont la moins bonne diversité alimentaire. Également une différence selon l'IMC. On a les personnes en surpoids ou obèses qui ont une meilleure diversité alimentaire que les personnes qui sont maigres ou normopondérants. Donc il n'y a pas ici de relation de cause à effet, bien sûr. Cette étude ne permet pas de le dire, mais c'est une photo. Et pourquoi ? Parce que derrière, on a des effets de quantité consommée et d'énergie consommée. Donc plus on consomme en énergie, plus on est susceptible d'avoir une diversité alimentaire plus élevée. Voilà, donc simplement pour conclure, il y a effectivement pas mal de limites sur ce que je viens de vous présenter. Effectivement, est-ce qu'on parle ici on a beaucoup parlé de variété intergroupe, mais qu'en est-il de la variété à l'intérieur de chacun des groupes, à l'intérieur des fruits et légumes, des viandes, etc. Jusqu'où est-ce qu'on décompose les ingrédients ? Ici, on n'était pas sur des groupes décomposés, donc tout ce qui est, par exemple, les plats en sauce, etc., ne rentrait pas dans l'indicateur, même si on sait que les parts ingrédients sont assez faibles. Elles peuvent néanmoins jouer sur la finesse de notre indicateur. La question de quel groupe alimentaire privilégier. On a vu qu'on finalement on avait les mêmes résultats obtenus avec l'indicateur en 38 groupes ou en 5 groupes. Mais néanmoins, est-ce qu'on accepte tous les 38 groupes ou est-ce qu'on va en exclure quelques-uns ? Également, une corrélation en quantité et énergie consommée. Plus on consomme en énergie ou en quantité, plus on a une diversité alimentaire élevée. Est-ce que ça, c'est intéressant ? Est-ce qu'on a envie de privilégier ça ou pas dans un indicateur ? Finalement, la question, c'est est-ce que la diversité est-elle un indicateur de qualité de l'alimentation ? J'ai envie de dire que oui, c'est un marqueur, on l'a vu. Il y a un lien entre la diversité et la qualité de l'alimentation. C'est peut-être un moyen d'accéder à une qualité d'alimentation plus élevée. Sa force, c'est qu'elle s'intéresse aux aliments. C'est beaucoup plus parlant pour un consommateur qu'un indicateur de qualité nutritionnelle. Elle nous parle sur des comportements alimentaires et sur comment choisir nos aliments aussi. Donc pour moi, il y a un vrai intérêt sur la promotion de cette diversité alimentaire pour accéder à une meilleure qualité nutritionnelle comme un moyen. Voilà. Donc les travaux sont en cours. On continue aussi à travailler sur ces indicateurs, notamment avec l'Institut du goût, qui a reçu un prix PNA pour justement favoriser le goût et la variété au sein des groupes alimentaires intéressants auprès des enfants pour améliorer la qualité globale de leur alimentation. Voilà, donc on est ouvert, on est très partant pour ce débat, pour avoir des clés pour mieux estimer, évaluer cette diversité alimentaire et qu'est-ce qu'on a envie de privilégier pour améliorer la qualité nutritionnelle de tout le monde. Merci.